Bonjour tout le monde, bienvenue à Option Région. Aujourd'hui, pour notre émission, on reçoit Éric Dubois qui va nous parler de sylviculture. On a Claire Bolduc qui va nous parler d'agriculture. Également aussi, on a une suggestion qui s'adresse à l'ensemble des citoyens. Puis une petite nouvelle sur les investissements responsables. Cette semaine, en actualité, on parle des fonds d'investissement verts ou ce qu'on appelle les fonds d'investissement responsables. Il y avait, dans le devoir de la semaine dernière, un spécial Finance investissement responsable. Il y a eu d'autres articles aussi qui ont été produits là-dessus. C'est que souvent, les gens ils se demandent qu'est-ce que je pourrais faire pour aider à ce que la planète soit meilleure, soit plus verte. Puis des fois, on se demande, y a-t-il quelque chose à faire avec ça qu'on pourrait faire concrètement? Bien, oui, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle des fonds d'investissement verts. Ces fonds-là, ce que ça fait, c'est que ça vous garantit que si vous avez investi là-dedans, c'est que ça va être d'abord transparent. Souvent, il peut y avoir la participation des employés aux décisions. C'est des entreprises aussi qui favorisent l'environnement. Puis aussi, on vous garantit que ce n'est pas dans des entreprises qui sont questionnables comme l'armement ou les pétrolières, des choses comme ça. Fait que, dans le fond, c'est que vous investissez dans quelque chose qui est environnementalement intéressant puis responsable. Ces fonds-là, ça a commencé tout d'abord là, très modeste, puis il y a des gens qui disaient ça ne marchera pas jamais, c'est pas payant. Mais là, ce qu'on voit, c'est que depuis 10 ans, ça a pris une ampleur de plus en plus grande. Et entre autres, l'année dernière, les fonds au Canada qui étaient dans ces investissements verts-là ont augmenté de 68 %. On dit qu'à l'heure actuelle, il y a 31 % des investissements au Canada qui sont dans ce qu'on appelle des fonds verts ou des fonds responsables. Ça marche de plus en plus. Puis pourquoi? Bien, d'abord, parce que les gens sont plus sensibilisés, mais également aussi parce que ces fonds-là sont intéressants au niveau des investissements. Ça rapporte un peu plus parfois, ou à tout le moins égal à ce qu'il y a dans d'autres choses. Mais pourquoi c'est intéressant? C'est que c'est moins dangereux d'investir là-dedans parce que c'est des entreprises qui ont plus d'avenir du fait qu'ils investissent dans l'environnement. Fait que de plus en plus de gens vont le faire. Puis si vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire, bien, vous pouvez investir là-dedans. Puis aussi, vous pouvez faire des pressions sur le gouvernement du Québec. Entre autres, le gouvernement du Québec vient de commencer à investir dans des fonds verts. Entre autres, là, il y a un investissement de 500 millions pour le développement du métro de Montréal. Bien, ça commence au gouvernement du Québec. On est en retard par rapport à l'Ontario, mais ça, comme on dit, ça va prendre de l'ampleur. Ça fait que si vous avez des choix à faire au niveau personnel ou collectif, investissez dans les fonds verts et responsables. On parle maintenant de sylviculture avec Éric Dubois. Éric est conseiller syndical à la CSN et s'occupe entre autres du dossier forêt. Bonjour Éric, ça va bien? Bon matin, Denis. Oui, ça va très bien. Oui, bon. Éric, on parle de sylviculture, mais c'est quoi ça, la sylviculture? Peux-tu nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que la sylviculture? La sylviculture, c'est le terme employé pour désigner les opérations forestières, le travail qui se fait en forêt, en amont et en aval de la récolte du bois. Je vais m'expliquer. En amont, c'est la préparation des terrains, s'assurer que les arbres puissent croître selon la meilleure possibilité, donc aller chercher les plus beaux arbres, s'assurer que les plus belles épinettes ou les plus beaux sapins ou autres essences puissent croître correctement, donc dégager autour, s'assurer que toutes les conditions soient là pour qu'on puisse avoir les plus beaux arbres possibles. Et en aval, évidemment, après que les opérations forestières aient passé, qu'on ait récolté la matière, c'est préparer le terrain encore et replanter donc une nouvelle génération d'arbres là, qui va se perpétuer dans le temps. Dans le fond, la sylviculture, c'est l'art de jardiner la forêt. Okay. S'assurer que la forêt puisse donner des fruits sur une durée. Si je te comprends bien, Éric, ça veut dire que la sylviculture, c'est pas uniquement que planter des petits arbres, c'est aussi nettoyer la forêt, c'est de faire en sorte que les arbres qui sont là puissent mieux pousser. C'est bien ça? Tantôt, Denis, je prenais l'exemple d'un jardinier. Le travail sylvicole, c'est le travail de jardiner la forêt. Comme un jardinier va s'assurer d'enlever les mauvaises herbes autour des plantes qu'il veut faire pousser, autour des légumes qu'il veut récolter, le forestier va s'assurer d'enlever les espèces moins valorisées, les espèces qui vont venir parfois tirer une énergie qui ne pourrait pas profiter aux espèces qu'on veut favoriser et qu'on veut récolter. Donc, c'est ce travail-là, c'est un travail d'orfèvre, on peut dire. Il faut connaître la forêt, il faut connaître les différentes essences, il faut connaître aussi l'écosystème de la forêt. Alors, c'est un travail spécialisé.
Combien de personnes qui travaillent à peu près là, dans la sylviculture au Québec? Les derniers chiffres que j'ai pu trouver, Denis, parlent de 10 000 personnes qui travaillent comme travailleurs forestiers. C'est le grand chapeau qui englobe les gens qui font les différentes tâches sylvicoles, que ce soit la plantation, que ce soit la récolte ou encore le débroussaillage. Il faut comprendre que c'est un secteur où il y a énormément de difficultés de renouvellement de main-d'œuvre. Les conditions sont extrêmement difficiles pour les travailleurs forestiers. OK. Mais avant de parler des conditions, est-ce que je me trompe que dans certains villages, c'est presque l'unique employeur? Est-ce que c'est le seul emploi que les gens peuvent avoir dans certains villages forestiers? Absolument, tu ne te trompes pas, Denis. Moi, je travaille avec des travailleurs sylvicoles dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Et j'ai eu l'occasion, avec mes tâches, de me familiariser avec l'histoire autour de la sylviculture dans ces régions-là, particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent. Dans les années 70, on parlait de fermer des villages. Et on a trouvé la sylviculture comme une des solutions possibles pour assurer le maintien de ces villages-là, avec les fameuses mobilisations autour des opérations d'unité, la création des sociétés sylvicoles. Et on a permis donc à ces petites communautés de se maintenir dans le temps, d'assurer une activité économique pour faire vivre les gens de ces villages-là. Et aujourd'hui encore, c'est des communautés qui dépendent énormément du travail forestier et qui vivent, on peut le dire, de la forêt. OK. Mais la sylviculture, ça fait travailler les gens, c'est bon pour l'économie, mais c'est aussi possiblement un facteur pour la lutte contre les gaz à effet de serre au niveau des changements climatiques. Et c'est quoi l'apport que pourrait avoir la sylviculture dans l'amélioration de notre environnement? Bien, absolument. C'est la théorie de la captation du carbone. Hein. On réussit à capter le carbone dans des arbres. Donc, en s'assurant, en ayant des forêts en bonne santé, avec des espèces qui peuvent avoir le plus d'impact de ce côté-là, on peut s'assurer effectivement d'avoir un impact sur les gaz à effet de serre, diminuer la quantité de gaz à effet de serre, mais aussi la sylviculture est une arme importante dans la lutte contre les insectes nuisibles à la forêt. Hein. La sylviculture, actuellement, les opérations sylvicoles permettent d'endiguer les îlots de tordeuses des bourgeons de l'épinette. On le sait, hein, c'est une petite bestiole qui fait des ravages en forêt et qui peuvent avoir un impact là, majeur sur l'économie des communautés qui sont touchées par cette bébête-là. OK. Tout à l'heure, tu as commencé à parler des conditions de travail. On sait que ce n'est pas un travail facile. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus c'est quoi les conditions de travail, comment ça se passe? Puis... Bien, premièrement, le travail sylvicole, évidemment, c'est un travail saisonnier. On peut travailler seulement pendant la belle saison, qui est à peu près 8 mois dans l'année. Les gens commencent dès la fonte des neiges et ça se poursuit jusqu'aux premières neiges. Donc, on le sait, au Québec, c'est une période qui est souvent la moitié de l'année, un petit peu plus. Les travailleurs forestiers, pour la grande majorité, c'est des gens qui sont payés à forfait. Donc, ce ne sont pas des salariés, c'est des gens qui sont payés à l'hectare. On a l'image du bûcheron qui est payé à la bille là, en faisant mesurer ses billes. Bien, on n'est pas loin de cette image-là actuellement. Et évidemment, c'est un combat de tous les instants pour ces travailleurs forestiers-là. Il y a une insécurité puisqu'il y a une partie des travaux qui est assurée par un financement gouvernemental. Sur les terres publiques, c'est le gouvernement qui met un budget pour les travaux sylvicoles sur les terres publiques. Et il y a une autre partie du travail sylvicole qui est assurée par le financement privé, donc des propriétaires privés qui font faire des travaux sylvicoles sur leur terrain. D'ailleurs, actuellement, il y a un changement majeur dans la façon dont ces travaux sylvicoles-là sont payés. Le gouvernement a uniformisé la grille de taux pour toutes les régions du Québec et ça va avoir un impact grave. En tout cas, les travailleurs avec qui j'ai l'occasion de travailler ont constaté que ça va avoir un impact grave sur leurs conditions de travail au cours des prochaines années. Donc, l'austérité, c'est aussi dans la forêt qu'elle s'applique, malheureusement. C'est-à-dire que dans le fond, quelque chose qui est essentiel, le renouvellement de notre forêt, ça ne s'améliorera pas en termes de conditions de travail. C'est un peu inquiétant pour les gens, parce que dans le fond, comment on va faire pour intéresser les gens à continuer de travailler là-dedans? Moi, je pense qu'il va falloir changer le modèle, hein? Changer le modèle global de la forêt, arrêter de voir ça comme une ressource de seconde zone. Il faut valoriser nos forêts, ça c'est la première chose. Mais il y a plusieurs facteurs. Il y a un combat des travailleurs qui se fait. Évidemment, certains travailleurs sont syndiqués, donc il y a un travail qui se fait de ce côté-là. Mais ils doivent se battre contre des éléments qui ne sont pas toujours évidents. Actuellement, il y a une tendance lourde, celle d'entrepreneurs forestiers qui viennent souvent des grands centres et qui embauchent de la main-d'œuvre immigrante et qui embauchent des gens à moindres conditions, avec des salaires moins intéressants, avec des conditions moins intéressantes. Évidemment, on en parle beaucoup de la situation des personnes immigrantes, de la difficulté de ces gens-là de trouver un emploi. Et
Et souvent, c'est leur dernière solution d'aller travailler dans le bois et ils n'ont pas le choix. Ils acceptent des conditions qui ne sont pas intéressantes, qui sont souvent même pas acceptables. Et ça, évidemment, ça fait une pression à la baisse sur les conditions des travailleurs forestiers et ça crée évidemment de la pression, de l'incompréhension et de la colère chez les travailleurs forestiers. Puis, si on regarde dans l'avenir, on parle de changement climatique, est-ce qu'on va être obligé d'envisager de planter d'autres sortes d'arbres que ceux qui sont là actuellement, là? Il n'y a pas beaucoup de recherche qui se fait. Il y a de la recherche universitaire qui se fait, mais la dernière lecture que j'ai eu l'occasion de faire, c'est un chercheur à Chicoutimi qui parlait de récolte progressive des forêts. Au lieu d'y aller comme les fameuses coupes à blanc, on a changé ça depuis l'aurore boréale, évidemment, mais avec des coupes massives. Le chercheur lui disait que l'avenir des forêts était plutôt dans les coupes sélectives. Donc, dans le droit esprit du jardiner la forêt. Alors moi, je pense que le travail sylvicole est appelé à être valorisé. Valoriser, ça veut dire qu'il faut trouver une façon d'aller chercher la plus-value pour ce travail-là. Au lieu de le voir comme un travail de seconde zone, de second ordre, aller chercher un petit peu plus de richesse générée par la forêt, s'assurer que ces travailleurs-là aient des conditions adéquates et que ça puisse faire vivre aussi les communautés où ces travailleurs sylvicoles-là vivent. Merci beaucoup, Éric. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Denis. À bientôt. On passe maintenant à Claire Bolduc, qui est agronome, et on va parler d'agriculture. D'agriculture au Québec, bien entendu. Bonjour Claire, ça va bien? Très bien, ça va très bien. C'est une belle semaine de relâche. Bon, souvent quand on entend parler d'agriculture dans les nouvelles, c'est que ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça va vraiment mal en agriculture? Puis, qu'est-ce qui se passe en agriculture actuellement? En fait, je vais situer l'importance de l'agriculture pour une société comme la société québécoise. D'abord, les sociétés se sont organisées à partir du moment où on a pu contrôler notre alimentation par l'agriculture. Donc, c'est une composante essentielle à toute société. Et une société qui ne se nourrit pas, un pays qui ne se nourrit pas, perd tous ses autres ancrages de souveraineté comme pays. Alors, l'agriculture, c'est essentiel. Et on entend souvent dans nos médias que si on ne produisait plus rien du tout au Québec, on mangerait quand même très bien, on aurait de la nourriture en abondance. Toutes choses étant égales par ailleurs, s'il fallait qu'on n'ait plus rien de production agricole au Québec, tout ce qu'on trouve actuellement qui est très abondant pourrait continuer d'être très abondant, mais certainement pas à un prix comme on le trouve actuellement. Parce qu'à ce moment-là, on dépendrait de la volonté d'autres pays producteurs pour approvisionner nos propres épiceries, nos propres tablettes, nos propres consommateurs. Donc, en partant, l'agriculture, c'est une activité essentielle dans une société. Et oui, ce qu'on entend dire de l'agriculture, c'est toujours que ça va pas bien. En fait, on nous informe, comme dans toute l'information qu'on a, que ce soit l'information nationale ou nos informations régionales pour ce qui en reste, on nous dit toujours ce qui va pas bien. Mais l'agriculture, c'est une activité essentielle pour le Québec et c'est aussi une activité essentielle dans tous nos territoires, dans toutes les régions du Québec. C'est majeur. Dans le fond, c'est que là, la pire des dépendances qu'on pourrait avoir, c'est d'être dépendant au niveau alimentaire, au niveau agricole. C'est que là, il n'y a pas de pire dépendance que ça, parce qu'à ce moment-là, on est complètement dépendant d'on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas quel prix. Totalement. Et c'est exactement ça. On devient totalement dépendant. Et à ce moment-là, des choix de société qu'on peut se permettre en ce moment ne seraient plus nos choix à nous. Je donne juste un exemple très simple. À partir du moment où on dépend d'une autre société, d'un autre pays pour nous approvisionner sur le plan alimentaire, est-ce qu'on a encore le choix de leur dire non? On détourne pas les cours d'eau chez nous pour vous approvisionner en eau potable. On a fait un choix social de soutenir financièrement nos activités agricoles au Québec pour être capable d'assurer un revenu décent aux agriculteurs et pour être capable d'assurer que les produits alimentaires, les denrées, se retrouvent à un prix acceptable pour les consommateurs. De fait, on a un panier d'épicerie qui tombe parmi les moins chers au monde. Mais compte tenu du fait que c'est essentiel, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Est-ce que l'État a un rôle à jouer? Est-ce que comme consommateur, on a un rôle à jouer?
Comme consommateur, le premier rôle qu'on a à jouer, c'est de choisir les produits qui viennent de chez nous, l'achat de proximité. Comme consommateur, si chaque personne au Québec achetait par année 30 de denrées alimentaires du Québec de plus que ce qu'ils achètent actuellement, 30 par personne, on introduit dans notre économie 1,5 milliard parce qu'il y a un phénomène multiplicateur. 1 investi en agriculture génère des retombées de 6 Alors, on réintroduit dans notre économie 1 milliard 500 millions de dollars juste à ce que chaque personne au Québec consomme 30 par année de plus de denrées alimentaires. C'est pas banal comme phénomène. Comme consommateur, ce choix-là, on peut le faire. Comme gouvernement, le gouvernement qui soutient financièrement à hauteur de près d'1 milliard par année des activités agricoles au Québec, il doit partager avec la société québécoise l'importance du secteur. Il doit faire en sorte qu'on ait une vision partagée de ce qu'est l'agriculture et de comment on la veut, comment on veut la développer. Et on a commencé actuellement un dialogue qui s'est interrompu là en ce moment, mais c'est essentiel. L'État donne en notre nom près d'1 milliard de dollars par année pour soutenir les activités agricoles. Alors, ça doit constituer un contrat social fort entre l'État, les agriculteurs et nous, les consommateurs. On doit être partie prenante de cette discussion-là, comme consommateurs, comme citoyens. Et cette vision-là, elle devrait être en mesure de nous amener à comprendre que l'agriculture, c'est une activité socio-économique. C'est pas une activité strictement économique et on fait toujours l'erreur de la calculer seulement en termes de PIB et en termes d'emploi. C'est une activité sociale qui nourrit le monde, qui traduit notre culture, qui fait de l'entretien de paysage, qui crée des espaces particuliers. Et on le voit là à se promener partout au Québec. On le voit, nos paysages sont variés, sont magnifiques et l'agriculture y contribue fortement. Est-ce qu'on veut toujours une agriculture très industrialisée? Ou est-ce qu'on souhaite une agriculture qui va être plus de proximité? Est-ce qu'on veut une agriculture qui va mettre en œuvre des pratiques très saines? On entend beaucoup parler des problèmes, par exemple, de pesticides en ce moment, qui ont un impact très négatif sur les abeilles. Donc, de quelle façon les citoyens pourraient contribuer à influencer, à participer à la construction de ce contrat social-là? Et je le dis d'emblée, je suis totalement d'accord avec le fait qu'on soutienne l'agriculture. Claire, tu as fait partie du groupe Faut se parler, tu as fait le tour du Québec. Est-ce que l'agriculture, c'était un sujet qui préoccupait les gens? Assez curieusement, toutes les fois qu'on a parlé de développement régional, l'agriculture est revenue dans les préoccupations et dans la discussion. Et les gens en parlent avec énormément d'attachement à leur agriculture. Les citoyens ont beaucoup mis de l'avant le fait que c'est difficile. Puis je donne les exemples des grandes serres de Mers, Savoura, de Mers que vous connaissez bien, les Savoura, où les gens disent c'est pas normal, je peux pas aller à la serre acheter mes tomates, il faut qu'elles passent par l'entrepôt de Montréal pour revenir dans mes commerces, dans mes épiceries. Les gens aussi, ils l'ont mentionné, peu importe où on est sur le territoire, il y a toujours un des produits très caractéristiques d'un territoire où les gens voudraient avoir accès aux produits plus rapidement. Ils sont obligés de faire le produit fait le tour du Québec après revenir sur leur tablette. Les gens font aussi beaucoup le lien entre je mange et je suis ce que je mange. Donc, mes aliments, je suis préoccupée de la façon dont on les cultive, de la façon dont on les produit, on les transforme. Et je suis aussi très conscient que manger, c'est un besoin fondamental. C'est aussi une source de bien-être et c'est essentiellement une condition à ma santé. Et ça, on l'a beaucoup entendu. Les gens nous parlent de modèles différents, ce qu'on a mis de l'avant beaucoup, on peut faire l'agriculture de façon très différente. Claire, est-ce que tu aurais un coup de cœur cette semaine? Bien sûr que j'ai un coup de cœur, mais c'est une entreprise agricole qui est à Saint-Marc-de-Sillery, près d'Amos. Ça s'appelle la Mielerie La Grande Ourse. C'est un producteur agricole qui est établi depuis une dizaine d'années
Et il a démarré son entreprise apicole parce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui travaillait dans le nord du Québec, dans le secteur minier, qui faisait de très gros salaires et qui a constaté que le mode de vie que ça lui imposait, c'est qu'il ne voyait pas sa vie. Il dit, je mets ma vie entre parenthèses pour aller travailler dans le nord, je reviens et je découvre que mes enfants ont changé, qu'ils ont évolué, qu'ils ont grandi. Je ne vois pas grandir mes enfants. Alors, il a décidé de faire de l'apiculture. Et ce qu'il en fait, c'est vraiment génial. C'est quelqu'un qui a misé sur la différenciation de ses produits. Vous pouvez trouver à la mairie de la Grande Ourse, bien sûr, des miels, mais caramel, un caramel, une tartinade au caramel qui est sucrée avec le miel, ou le choc au miel. C'est intéressant parce que là, on vient d'entrer dans vraiment différenciation à partir du produit de base. Il fabrique aussi beaucoup de produits de cire d'abeille et il a vraiment misé sur mieux faire connaître ce secteur-là. Merci beaucoup, Claire. Cette semaine, ma suggestion s'adresse à tous les Québécois et toutes les Québécoises et plus particulièrement aux gens qui habitent en région. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs années, on avait ce qu'on appelle les CRCD. CRCD, ça voulait dire Conseil régional de concertation et de développement. Dans ces conseils-là, il y avait des élus municipaux, des élus provinciaux, et il y avait également aussi des gens de ce qu'on appelle la société civile. Ça veut dire que, des patrons, des syndicats, des gens des commissions scolaires, des gens d'un peu partout. Et c'était fait pour que les gens se rencontrent régulièrement et puissent travailler ensemble et faire en sorte qu'ils puissent se dégager des priorités, un plan d'action. Puis je pense que c'était une bonne chose. C'était pas parfait, mais je pense que ça fonctionnait bien. Quand le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir en 2004, on a décidé que c'était plus bon. Souvent, on fait ça, c'est malheureux, mais on abolit ce que les autres ont fait avant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a changé ça pour ce qu'on appelle des CRÉ, Conseil régional des élus. Et là, à ce moment-là, c'est que ces conseils régionaux-là étaient formés principalement d'élus, parce que ça dépendait des endroits. Il y a des régions, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait aussi des gens de la société civile, ça veut dire des patrons, syndicats, commissions scolaires, mais dans d'autres régions, il n'y en avait pas. Bon, et ce que ça a fait, c'est que on pourrait dire que ça a bien travaillé, malgré le fait qu'il a fallu changer de structure, etc. Et ça a duré jusqu'à tout récemment. Et quand le gouvernement libéral a repris le pouvoir en 2014, on a décidé d'abolir. Dans le fond, ils ont aboli ce qu'ils avaient mis en place. Ça veut dire qu'ils ont aboli les conseils régionaux des élus pour les remplacer par rien. Non seulement on a aboli les CRÉ, les conseils régionaux des élus, mais on a coupé une bonne partie des budgets. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que chacune des régions a perdu des budgets, a perdu de l'expertise, et finalement, c'est que là, chacune des régions a essayé de s'organiser tant bien que mal en essayant de faire une structure informelle. Par exemple, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, il y a une rencontre des préfets, mais disons que ce n'est pas une organisation qui peut vraiment représenter l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ça pose problème. Puis, un des problèmes fondamentaux que je vois là-dedans, c'est que je ne suis pas capable d'accepter que le gouvernement central, l'État du Québec, puisse décider d'abolir une structure régionale. Ce qui est régional, ça devrait être décidé par les régionaux. Le gouvernement, il a le droit de couper des subventions, ça, c'est son affaire. Mais le principe de dire, nous autres, on a une organisation qu'on soutient, ça devrait être les régionaux qui devraient faire ça. Pourquoi? Parce que si c'est les autres qui décident à notre place, on ne peut pas se développer, parce que ça, c'est de l'infantilisation. Quand c'est le gouvernement qui décide à notre place, c'est un peu comme si on était des enfants, ça ne peut pas marcher. C'est aussi un manque de respect envers les régionaux. Et moi, je pense que si on veut se développer dans chacune des régions, ça va prendre de l'autonomie. Il faut qu'on soit capable de décider par nous autres-mêmes. Ce qui est régional doit se passer en région. C'est les régionaux qui doivent décider ce qui est régional. Parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. C'est que là, ceux qui devraient s'occuper des fosses centrales s'occupent du régional. Là, ça devient le bordel. Tout récemment, le gouvernement libéral a présenté la loi 122 qu'on appelle la gouvernance de proximité. On aurait pu s'attendre que le gouvernement allait reconnaître beaucoup plus d'autonomie aux villes et aux régions, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est parce que, oui, il y a eu quelques avancées intéressantes, mais c'est nettement insuffisant. Puis même, il y a des inquiétudes importantes à faire sur le pouvoir véritable que les citoyens vont avoir dans cette nouvelle loi-là. Si on veut devenir véritablement autonome, ça va prendre beaucoup plus que la loi 122. Et ça, beaucoup plus là,
ce n'est pas le gouvernement qui va nous le donner. C'est à nous autres à le mettre de l'avant. C'est que là, l'autonomie, ça, c'est comme l'indépendance. Ça ne peut pas venir d'en haut, il faut que ça vienne d'en bas. C'est les gens dans le milieu, dans les municipalités, dans les régions qui vont dire, nous autres, là, on est capable de se diriger nous autres mêmes. On a à la fois les connaissances, les compétences, puis aussi le besoin, et il faut que ce soit nous autres qui prennent nos destinées en main. Notre avenir, c'est nous autres qui doit le décider. Puis je pense qu'on en a la capacité. Il y a une chose qui manque, par exemple, c'est la volonté. Est-ce qu'on a véritablement la volonté de pouvoir décider par nous autres mêmes? Bon. Bien, à Option Région, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que les gens puissent se parler, se rencontrer, se donner des objectifs communs. Et c'est comme ça, d'après moi, qu'on va réussir à développer l'autonomie régionale. Puis si vous pensez que ça a du bon sens qu'on devienne autonome, si vous pensez que ça a du bon sens qu'on puisse prendre des décisions qui nous concernent en fonction de la réalité qu'on a, puis que vous voulez faire quelque chose pour ça, bien, dites à vos amis d'écouter nos émissions. Puis si possible, dites-leur que s'ils veulent même aider, ils peuvent financer Option Région en allant sur notre site optionregion.com. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous invite à nous regarder la semaine prochaine.